En manchette cette semaine, la Maison pour elle des Deux-Vallées organise un déjeuner bénéfice, le maire Pedneau-Jobin réagit au budget provincial et le Centre d'action culturelle de Papineau remet les prix de Femmes Expo 2020. Bonne émission! Bienvenue à InfoMag. Mercredi, le 11 mars dernier, avait lieu le déjeuner bénéfice de la Maison pour elle des Deux-Vallées. Cet événement se déroulait au Lala Bistro, propriété de Carole et Martin Lajeunesse. Nous avons rencontré sur les lieux Carole Lajeunesse, copropriétaire du Lala Bistro, ainsi que Annick Brazeau, directrice générale de la Maison pour elle des Deux-Vallées, qui offre des services auprès des femmes victimes de toute forme de violence conjugale. Carole Lajeunesse était heureuse d'accueillir l'événement dans son restaurant qui était rempli lors de notre passage. Pour elle, il est important de s'impliquer auprès de la cause de la violence conjugale. On l'écoute. Moi, je trouve ça important. Les premiers temps, c'était surtout pour aider les enfants, moi. Tu te rappelles-tu? C'était pour les enfants qui n'avaient pas choisi d'être dans des familles avec de la violence conjugale. Puis c'était surtout pour eux autres. Après ça, avec les enfants, il y a les femmes, c'est pour ça. Annick Brazeau était très heureuse que l'événement soit aussi couru cette année. Selon elle, la générosité des gens envers la maison d'hébergement est sans faille année après année, même que le déjeuner est très attendu de certains qui demandent même longtemps d'avance la date prévue. On écoute les premières impressions de Mme Brazeau. Ça, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui, c'est à chaque année, même c'est ce que je disais à Carole, il y a des gens, hey, c'est quand ça s'en vient, le lala, c'est quand votre déjeuner? Fait qu'on a de la clientèle qui sont récurrents, qui aiment ça. Ça devient comme une occasion de se revoir entre les partenaires aussi. C'est ça pour nous, de faire connaître. C'est vraiment important. Carole, elle nous laisse une belle place ouverte parce qu'en plus de faire des fonds, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait parler de nous. Mme Brazeau le dit et l'a répété sur plusieurs tribunes, il manque de maisons d'hébergement en Outaouais. Au niveau statistique, il y a beaucoup de refus par manque de place. Cependant, les cas où l'hébergement en maison est impossible, une solution alternative est trouvée en partenariat avec les équipes d'intervenants. Voici ses commentaires sur le sujet. On est une grande région, il y a beaucoup de personnes, puis ce retard-là, on l'accuse, ça fait longtemps. Quand on a décidé le nombre de maisons, on a 7 maisons en Outaouais, puis ça donne 69 places de disponibles pour des femmes et des enfants. Déjà, à ce moment-là, c'était limite. Et là, la population augmente, mais les services n'ont pas augmenté. Et c'est sûr, notre travail de sensibilisation qu'on fait comme une journée comme aujourd'hui, ça porte fruit. Ce que je remarque, ça fait moi 18 ans que je travaille en violence conjugale. Et puis, ce que je remarque, c'est que les femmes y attendent beaucoup moins avant de quitter la violence. Ils reconnaissent la violence psychologique, la violence économique, la verbale. Ils n'attendent pas que ça se rende à physique, puis c'est parfait, c'est mieux comme ça. Il existe que très peu d'aide quand vient le temps de régler le problème à la source. Malgré la présence d'un organisme aidant les hommes, la région est grande et les ressources sont plutôt limitées. Mme Brazeau souhaite également que les hommes puissent trouver de l'aide et ainsi diminuer les risques de violence conjugale plus tard. Selon elle, les bonnes pratiques s'enseignent dès l'enfance. Bien, premièrement, ça prendrait des services pour les jeunes garçons. Ça, on n'en a pas vraiment. Des jeunes garçons qui se disent violents. Il y en a quand on va faire des sensibilisations dans les écoles puis qui veulent se faire aider. Il n'y a pas grand-chose pour les aider. Il y a beaucoup de listes d'attente au niveau du CIS. Puis il y a un organisme qui s'appelle Donne-toi une chance qui fait un beau travail avec les conjoints violents. Mais écoutez, ils sont un organisme pour tout notre grand territoire. Elle n'a pas beaucoup de budget. Il n'y a pas beaucoup d'intervenants. Fait que, tu sais, oui, ça fait partie. Il faut aider les femmes. Il faut aider les hommes pour qu'ils changent leur comportement parce que c'est à cause de eux qu'il y a une situation de violence. Si on ne travaille pas aux deux niveaux, il va toujours avoir de la violence. Il faut continuer à faire de la sensibilisation dans nos écoles. Il faut que nos garçons et nos filles apprennent c'est quoi une relation amoureuse qui est saine, qu'ils comprennent que la violence, c'est inacceptable, puis comment qu'on traite notre blonde. Ça, il faut qu'on dise ça dans les écoles. Et il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle, on n'arrête pas de le dire. Fait que si on veut des changements, qu'il n'y en ait plus de violence, qu'on n'ait plus besoin de maison, il faut tout faire ce travail-là. Cette année, ce sont 187 personnes qui sont venues déjeuner pour la cause. Le montant total des dons s'élève à 4 723 $. Mme Brazeau tient à remercier Carole Lajeunesse et son équipe pour leur implication et leur générosité, ainsi que toute la communauté de Buckingham présente pour l'événement. Le maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, a réagi mercredi en point de presse au nouveau budget provincial du gouvernement Legault. Selon lui, il y a quelques points positifs, mais également quelques autres qui resteront à clarifier au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Le projet de tramway à Gatineau est dans les cartons de la ville et M. Pedneau-Jobin est heureux que le gouvernement embarque dans l'idée. On l'écoute à ce sujet.
Il y a plusieurs éléments importants dans le budget. Je dirais que le premier, c'est vraiment que le projet de tramway de Gatineau reste très clairement identifié partout dans le budget comme priorité du gouvernement du Québec. Ça fait partie des 6 grands projets de transport collectif. Donc, l'appui indéfectible du gouvernement du Québec à notre plus grand projet reste là. Et ça, moi, je trouve ça intéressant pour 2 raisons. D'abord, en soi, on a un partenaire pour qui notre projet est prioritaire, mais ça aussi envoie un message important au gouvernement fédéral, là, parce que c'est au fédéral de commencer à jouer ce rôle-là aussi, puis d'annoncer sa part de financement. Outre les projets spéciaux comme le tramway, le gouvernement de la CAQ prévoit 850 millions pour le transport en commun. Bien que le projet de Gatineau soit important, le maire estime que d'autres fonds seront nécessaires pour combler les besoins ailleurs dans le réseau de transport en commun. Toujours en transport en commun, une annonce importante où on parle de 850 millions pour le transport collectif, outre les projets identifiés. Donc, et ça, pour nous, ça nous préoccupe beaucoup et c'est positif parce qu'on ne veut pas canaliser l'ensemble de nos ressources vers le projet de tramway, aussi essentiel soit-il, parce qu'il y a des besoins ailleurs à Gatineau, là, de Buckingham jusqu'à Elmer, il y a des autobus qui sont pleins, il y a des gens qui font le trajet debout dans l'autobus, donc il y a des investissements qu'on doit faire. Et ça, ce montant-là, pour moi, est important pour qu'on soit capable d'attaquer tout le territoire de Gatineau en même temps. Bien que le maire de Gatineau soit heureux que le gouvernement investisse 129 millions dans la lutte aux inondations, qui selon lui touche Gatineau directement, un autre montant de 150 millions réservé pour le programme Axélogie le laisse un peu perplexe. On écoute M. Jobin. Il y a un autre élément qui est aussi difficile d'en évaluer la portée. C'est le 150 millions supplémentaires pour Axélogie. C'est des fonds supplémentaires qui nous apparaissent intéressants. Je souligne apparaissent parce qu'on ne sait pas comment la distribution va se faire. On a rencontré la ministre, nous, la semaine d'avant, qui nous disait que les montants dans le budget concerneraient des situations de crise du logement comme la crise à Gatineau. Donc, le montant à la grandeur du Québec, à l'évidence, ne correspond pas à la réponse à l'ensemble des besoins, mais pourrait être intéressant pour Gatineau. Et finalement, après la lecture de ce budget 2020, le maire est hésitant à répondre de manière affirmative à savoir s'il est satisfait ou non des investissements du gouvernement Legault. Selon lui, il reste encore trop d'impondérables pour vraiment qualifier les prévisions financières. C'est toujours difficile de résumer en un mot. Je vais me répéter, mais en transport collectif, le gouvernement investit autant dans le projet de tramway, il confirme son investissement, il met 850 millions pour les autres éléments. Ça fait que ça, moi, j'en suis satisfait. Il y a d'autres dossiers où c'est le détail de la mesure qui va nous permettre de qualifier notre... puis je reviens à Axélogie, 150 millions. Si ça cible des villes comme Gatineau qui vivent une crise du logement plus grande qu'ailleurs, ça peut être des montants significatifs. Mais si on l'éparpille, là, je suis plus sûr d'être content. Ça fait que j'aime mieux pas prendre un adjectif pour qualifier l'ensemble du budget. Le Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau a remis les prix du public, du jury, ainsi qu'une mention spéciale lors du vernissage de l'exposition Femmes Expo 2020, dimanche dernier, le 8 mars, Journée de la femme. Cette année, le prix coup de cœur du public est allé à Lucie Bertrand de Gatineau pour son œuvre intitulée « Rien n'est gaspillé dans la nature ou dans l'amour ». Elle se mérite une bourse de 100 $. Le prix du jury a été décerné à Marie-Josée Lebel de Brébeuf pour son œuvre intitulée « Éco-anxiété ». Les membres du jury ont fait leur choix selon les critères suivants: l'originalité, la force et la pertinence du propos, ainsi que la maîtrise des moyens d'expression et des techniques utilisées. Le jury a mentionné que l'œuvre de Marie-Josée Lebel démontre une grande maîtrise des techniques employées et que son œuvre évoque le thème de façon exceptionnelle. Une bourse de 100 $ est également attachée à ce prix. Suite à l'étude et l'analyse de chacune des œuvres, les membres du jury ont décidé d'attribuer une mention spéciale à l'artiste Sue Mills, originaire de Saint-André-Avelin, pour son œuvre intitulée « Question ». La force de son œuvre, sa qualité d'exécution et l'harmonie de sa composition ont été les critères pour décerner la mention à Mme Mills. L'exposition se poursuit jusqu'au 17 avril, du mardi au vendredi de 8h à 16h et le dimanche de 13h à 16h au Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau, situé aux 3 rues principales à Saint-André-Avelin.
Le gouvernement du Québec lançait cette semaine un site web d'information ainsi qu'une ligne téléphonique dédiée au coronavirus. Les personnes désirant obtenir de l'information sur la situation de la COVID-19 au Québec sont invitées à visiter le site québec.ca/coronavirus. Également, le site donne de l'information sur les procédures à suivre pour les gens qui partent en voyage. Les personnes qui pensent être atteintes de la maladie ou encore qui souhaitent de l'information peuvent joindre la ligne téléphonique sans frais au 1-877-644-4545. Finalement, une séance de consultation publique aura lieu le 25 mars prochain à 18h30 à la salle des fêtes de la Maison du Citoyen concernant les heures d'ouverture des bars dans le secteur Hall. La Ville présentera alors le bilan du projet pilote et invitera la population à s'exprimer et poser des questions sur le sujet. Le projet pilote, qui s'est déroulé jusqu'au 17 février dernier, autorisait les établissements à exploiter leur permis d'alcool jusqu'à 3 heures du matin, comme ailleurs à Gatineau et au Québec. Les 110 établissements détenteurs de permis dans le secteur Hall sont concernés. C'était les nouvelles. Restez des nôtres car après la pause, on a entrevue studio. On reçoit une ex-journaliste de la TVC qui vient nous présenter son nouveau projet. Sais-tu combien ça coûte si un auto s'arrête pas au stop de mon autobus scolaire? 200 $, 9 points d'inaptitude. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de bonbons je peux acheter avec ça? 1 million environ. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive si on conduit dangereusement en zone scolaire? On risque de blesser un enfant, puis on peut perdre jusqu'à 36 points d'inaptitude. Ça, c'est beaucoup de points. C'est important d'être très, très, très prudent. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! Vous l'avez connue l'année dernière dans cette chaise. Elle nous revient avec un tout nouveau concept d'émission. Floralie Adam, bonjour. Bonjour Sylvain. Tu es animatrice et productrice de Questions Santé. Qu'est-ce que c'est que cette émission de Questions Santé qui va avoir lieu prochainement sur nos ondes? Questions Santé, c'est un concept télévisé pour nous permettre de mieux se familiariser avec notre santé. J'ai avec moi à l'émission une nutritionniste, un kinésiologue et une doctorante en psychologie. Donc, essentiellement, ces 3 professionnels de la santé reviennent à chaque émission pour nous donner leurs trucs, leurs astuces, leurs conseils pour améliorer notre santé au quotidien. Et à la fin de l'émission, complètement, j'aime ça avoir quelqu'un qui vit avec une certaine problématique de santé et la personne nous partage sa problématique. Par exemple, ça peut être le Parkinson, ça peut être... mon Dieu, l'Alzheimer, ça peut être le diabète, il y en a de toutes sortes. Donc vraiment, là, je couvre... Là, couvre large. Oui, je couvre large avec cette émission-là. Et puis, ça part d'où ce concept-là? Ça t'est venu comment? Au départ, moi, j'ai un baccalauréat en nutrition. Et à travers les années, je me suis davantage concentrée sur les communications. Alors, j'ai laissé la santé un petit peu de côté, mais j'ai toujours voulu quand même essayer d'allier les deux, donc communication et santé, parce que mon cœur est quand même attaché à la santé. Alors, voilà, c'est comme ça que le concept est venu. Puis je me suis dit, bien, je ne veux pas nécessairement juste parler de nutrition, même si c'est mon background. Je veux aussi parler de santé psychologique, parce que ça aussi, c'est important pour la santé globale de l'être humain. Alors, je voulais couvrir large. Tout est relié, effectivement. On n'est pas un seul facteur. On pêche ça où? Des spécialistes de la santé, un kinésiologue, une nutritionniste.
on va les chercher où et on les convainc comment de participer à l'émission? Bien, je pense que quand on est déjà un petit peu dans le domaine de la santé soi-même, c'était mon cas, c'était moins difficile d'aller chercher des professionnels quand même. J'avais déjà un bon réseau de contacts dans le domaine. Véronique Ouellette-Saint-Denis, c'est elle qui est la nutritionniste. Elle démarre toujours l'émission avec moi. Véronique, en fait, c'est une personne que je connais depuis très, très, très longtemps. Là. C'était même ma voisine quand j'étais toute jeune à Ripon. Ensuite, Stéphane Ouimette, lui, ben, il est kinésiologue depuis très, très, très longtemps dans la région de l'Outaouais. Il fait déjà des chroniques de kinésiologie sur l'activité physique, donc à Radio-Canada, première. Et Audrey Saint-Onge, en fait, doctorante en psychologie, c'est un petit peu par hasard que c'est arrivé, le contact avec elle, mais elle était tellement motivée par le projet que ça n'a vraiment pas été difficile de la convaincre. Et on est dans un studio, bon, je peux le dire parce que je suis aussi technicien caméraman là-dessus. On est dans une maison modèle. Ça donne un décor vraiment spécial d'être vraiment chez soi. On a l'impression d'entrer justement dans la maison des gens avec ça. Oui, je voulais que ça soit chaleureux. Hein? Je voulais que les gens aient l'impression qu'on prend soin d'eux réellement en faisant l'émission. Je voulais que les gens se sentent interpellés par l'émission. Je voulais que ça soit un décor doux. Alors, je pense qu'on l'a trouvé avec la maison dans laquelle on tourne, en fait. Ouais. On peut dire merci là-dessus à... Construction, la véranderie. Effectivement. Un très bon commanditaire, oui. Donc, parle-moi d'un peu des sujets qu'on va aborder. Tu en as pris un peu quelques-uns. Mais je pense que chaque émission a un thème particulier. En fait, dès la première émission, je peux vous parler un petit peu de ça. Là, ça va être présenté dès le 23 mars. Le 23 mars, oui. Première émission, là, on y va large. On couvre, on couvre les options végétariennes. Les gens, ils veulent se tourner de plus en plus Effectivement. vers le végétarisme. Mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'être complètement là, strict végétarien, mais on peut ajouter quelques options comme ça. Véronique Ouellette-Saint-Denis va nous donner ses trucs. On parle aussi d'activité physique, les 10 raisons de faire de l'activité physique. Parce qu'en fait, on ne veut plus là, se dire que on va la faire plus tard, je vais en faire quand j'aurai le temps. Reporter à demain. Stéphane Ouimette nous donne toutes les raisons. On n'a plus de défaites, vraiment. Et en psychologie, en santé mentale, avec Audrey Saint-Onge, pour la première édition, on parle de procrastination. Cercle vicieux de la procrastination. Comment s'en sortir? Alors ça, c'est les 3 premiers sujets avec nos chroniqueurs. Puis on parle aussi là, avec quelqu'un qui vient nous témoigner. Donc on parle du cancer du sein. Une dame qui a eu le cancer du sein à l'âge de 38 ans. Comment elle s'en est sortie? Elle était jeune, mais elle s'en est sortie. Puis voilà, c'est inspirant, je pense, un parcours comme celui-là. Et puis, les témoignages qu'on a eus au cours des tournages, il en reste encore quelques-uns à terminer, c'est des gens qui sont vraiment inspirants. Je pense notamment à Éric Pagé qui va être là, on peut donner un petit scoop. Oui. Il y a beaucoup de gens aussi qui parlent, mais vraiment, de choses très intimes. Et puis, comment tu as vu ça, les gens, la réaction à tes questions? Il n'y a pas personne qui s'est défilé. Ces invités-là, on les convainc comment justement de venir parler de quelque chose qui est vraiment intime à eux? Oui, on parle même de transsexualité. Quelqu'un donc qui a décidé de passer de la femme à l'homme au début de l'âge adulte. Une personne qui a été très, très, très ouverte à nous parler de son parcours, de tout le processus psychologique derrière ça. C'est vraiment pas évident. Hein? Je pense que ces personnes-là, ils comprennent qu'ils peuvent être inspirantes pour d'autres. Et de mon côté, moi, je veux absolument m'assurer que je les mets à l'aise. C'est très important aussi. On n'essaie pas de piéger la personne. C'est vraiment pas mon objectif. Le seul objectif que j'ai quand j'interviewe des gens pour un témoignage, c'est d'être inspiré. Être inspiré par ces personnes-là qui n'ont pas nécessairement eu un parcours parfait, une santé parfaite, mais malgré tout, ils continuent à vivre. Hey, merci Floralie. On a hâte de voir ça. Moi, j'ai vu d'une vision très... sur toi d'ailleurs, je suis ton caméraman. Et donc, j'ai hâte de voir le produit fini. C'est très beau. Merci. Le 23, ne manquez pas ça. Questions santé sur nos ondes ainsi que sur les ondes de Ma TV Outaouais. Et nous, on passe avec la chronique cinéma, les suggestions pour le Festival du film de l'Outaouais de Daniel Lafortune.
À la chronique cinéma, on était censé parler des suggestions de films pour le Festival du film de l'Outaouais, mais hier, nous avons eu une nouvelle qui a tombé comme un coup de masse dans l'industrie culturelle. Les rassemblements de plus de 250 personnes à l'intérieur sont interdits, ce qui a poussé le Festival du film de l'Outaouais à reporter jusqu'à l'automne. Donc, on en parle avec Daniel Lafortune, un chroniqueur cinéma. Bonjour, Daniel. Bonjour, Sylvain. C'est toute une nouvelle qui est tombée hier, là. Absolument. Et il a fallu, par appel conférence, décider si on reportait le Festival du film, parce qu'on devait commencer jeudi prochain. Donc, c'est reporté et non annulé. 1er au 9 octobre, donc c'est les dates qu'on a prévues de refaire le festival, parce qu'on ne tombe pas en même temps que le Festival de Montréal, cinéma, celui de Québec aussi en septembre, celui de Rouen en fin octobre. Ça coïncidait avec un espace pour la clientèle, et en octobre, les pluies ont commencé, et puis il fait moins beau, il fait plus... Donc, c'est plus facile de faire un festival à cette époque-là. Sauf que le travail en amont avait été fait. Avant d'arriver ici à l'émission, j'étais dans le travail d'annuler auprès des écoles, auprès des membres du jury pour cette période fastueuse qui prend un coup, un choc. C'est un véritable électrochoc, on le dit. On n'a pas seulement dans l'industrie du cinéma, mais dans l'industrie culturelle, tu couvres aussi le théâtre et tout ça. Donc, les événements qui rassemblent à l'intérieur plus de 250 personnes, c'est beaucoup, si ce n'est pas la totalité, soit du sportif ou du culturel. Donc, c'est une industrie au complet qui vient de se trouver le nez à l'eau, finalement. Oui, le nez à l'eau, là, juste avant d'entrer en ondes, là, j'apprenais par la Maison de la Culture, par courriel, que tous les spectacles sont annulés pour les 30 prochains jours. Donc, jusqu'à la mi-avril, tous les spectacles sont annulés au minimum. Ça veut dire que c'est une industrie qui vivote, qui va vivre des conséquences très négatives, parce qu'on sait, les gens du milieu des arts, de la culture, souvent, à part les humoristes qui sont grassement payés, eh bien, les gens vivent au jour le jour, et un mois sans entrée, même si il faut vivre avec ça, là. Ça peut être dramatique pour certains aussi. Oui, là. oui, je pense à beaucoup de compagnies de théâtre et les gens de l'industrie du cinéma au Québec. Est-ce qu'on va poursuivre, parce qu'il y avait déjà beaucoup de films d'annoncés en production au Québec, de par les Américains, eh bien, la frontière n'est pas bloquée, mais presque. Effectivement. Parce qu'au jour le jour, on ne sait pas si on va pouvoir aller à l'extérieur, parce qu'actuellement, c'est 14 jours après le retour de n'importe quel pays. Donc, moi, je suis revenu le 4 et la mesure a tombé le 9. Choyé. On peut se compter choyé un peu aussi. Oui. Et puis, on parle d'impact. Et souvent, je parlais avec mes collègues, un artiste peut décider, exemple donné, de finir sa tournée en 2020-2021, et donc après ça, aller faire un film parce qu'il y a des projets de film. Là, il sait qu'il faut qu'il reporte des spectacles. Ça peut être assez dramatique. J'ai vu un peu les sites de 1030 à Brossard, qui est un gros fournisseur de spectacles dans la région de Montréal. Et puis, on reporte à date au mois de juin. Mais est-ce que la mesure va demeurer jusqu'au mois de juin? Est-ce qu'on peut aller jusqu'au mois de juillet, ou ça va être à déterminer? On repousse, mais on ne sait pas quand. Là, c'est au jour le jour, dépendamment des impacts qu'aura ce fléau pandémique qui a fait quand même beaucoup couler d'encre, parce que on en parle partout sur la planète, et dans l'industrie culturelle, ben, on pense qu'ici, mais tous les spectacles sur Broadway, c'est annulé. À Washington, tout est annulé aussi pour un mois. Donc, ça a un impact à travers toute la planète. J'ai pas eu vent encore des spectacles, parce qu'à Londres, Soho, il y a beaucoup de théâtres. À Paris, énormément aussi. Oui. Là, tout est annulé. En Italie, ben, il n'y a plus de rassemblement. Donc, la culture, elle en prend un Moses de coups
au derrière et derrière la tête. Autant au Québec qu'à l'international. Ouais. Et on parle aussi, bien, avec des spectacles, ça attire souvent, on parle de Broadway, ça attire beaucoup de gens qui vont aller vers New York pour assister à des spectacles sur Broadway. On n'a pas qu'à penser, exemple donné, je pense que c'est terminé, mais Cats a attiré pendant des années, des années, des années. Il y a d'autres productions, des méga-productions qui attirent souvent 2 fois par jour la fin de semaine. On va faire un spectacle en après-midi, un spectacle le soir, à des milliers de billets qui se vendent. Là, tout est arrêté. Tout est arrêté. Bien, on n'a pas de nouvelles d'Ottawa parce que le Centre national des arts, c'est à côté. L'Ontario, je pense que j'écoutais le premier ministre hier, M. Ford, qui disait à ses concitoyens, « Hey, bonnes vacances, amusez-vous, pensez à autre chose, allez en voyage. » Bien, je pense qu'il est loin de la réalité, ce M. Ford. Effectivement. Donc, l'Ontario, qui a au Canada le plus de personnes qui sont infectées du... Soixantaine de cas, oui. Qui sont infectés du corona. Ouais, c'est ça, exactement. On se trouve aussi, bon, tu es au fait de l'industrie du voyage parce que, bon, tu es guide aussi de voyage. Ça aussi, ça a un impact. Là. Hier, on a annulé les 3 prochains voyages, donc celui de Washington en avril, celui de New York en avril et celui de Nashville au mois de mai. Donc, on est en attente de savoir comment ça va se dérouler, quel impact ça va avoir au niveau du temps et de l'espace, parce que la frontière est fermée pour le retour actuellement. Et puis aussi, on se trouve à avoir des impacts qui vont être financiers pour beaucoup, notamment bon, le Festival du film de l'Outaouais. Est-ce que vous avez évalué un peu les impacts financiers que ça peut avoir? On n'est pas rendu à ce niveau-là, mais ce que je peux dire, c'est qu'au niveau, tu as parlé de tourisme, c'est sûr que les compagnies, les agences de voyage vont perdre beaucoup d'employés, vont être obligés de faire des mises à pied parce que actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des remboursements puis ils font des annulations. Donc, on a besoin de ce personnel-là. Mais lorsque tout ça sera fait, les gens n'auront plus... Parce qu'il n'y a plus personne qui va pour acheter des voyages. Il n'y a plus personne. Non, c'est ça. C'est vraiment... Même, on voyait certains reportages à la télé qui disaient les gens avaient-vous peur de voyager? Certains oui, certains non, avaient une petite crainte. Merci beaucoup, Daniel. On va suivre ça, comme on dit, de jour en jour, pratiquement d'heure en heure avec ce fameux coronavirus qui, disons... met un frein à beaucoup de choses au niveau culturel. Eh bien, merci d'avoir été là pour cette Infomax cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci encore une fois.